Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions gratuitement les livres les plus utiles et les plus intéressants chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonne écoute! Le moine qui vendit sa Ferrari. L'histoire du bonheur. Par Robin S. Sharma. Lu par Bertrand Maudet. À mon fils Colby, qui me fait penser tous les jours à tout ce qui est bon dans le monde. Sois béni. Remerciements. Le moine qui vendit sa Ferrari est un projet très spécial, qui a vu le jour grâce aux efforts de certaines personnes remarquables. Je suis profondément reconnaissant à ma superbe équipe de production et à tous ceux dont l'enthousiasme et l'énergie ont transformé ma vision de ce livre pour en faire une réalité. Et tout particulièrement à ma famille, la Sharma Leadership International. Je suis ému par votre engagement et du sens donné à la mission qui vous incombait. Je tiens à exprimer des remerciements spéciaux aux milliers de lecteurs de mon premier livre Mega Living, qui ont généreusement pris le temps de m'écrire et de partager l'histoire de leur succès ou qui ont assisté à mes séminaires. Merci pour votre soutien inlassable et votre amour. Vous êtes la raison pour laquelle je fais ce que je fais. À Karen Petherick, pour ses conseils concernant la disposition de cet ouvrage et pour ses efforts incessants afin que ce projet soit terminé dans les délais prévus. À mon ami d'enfance, John Sampson, pour ses commentaires perspicaces sur les premiers jets, et à Marc Clark, Tammy et Sharifiza pour leur excellent éclaircissement à propos du manuscrit. À Ursula Kaczmarczyk, du ministère de la Justice, pour ses encouragements et son soutien. À Cathy Dunn, pour sa brillante illustration de la couverture. Je pensais que rien ne pouvait surpasser Timeless Wisdom for Self-Mastery. Je me suis trompé. À Mark Victor Hansen, Rick Frischman, Ken Vygotsky, Bill Hulton et tout particulièrement à Satya Paul et Krishna Sharma. Et surtout, à mes merveilleux parents, Shiv et Shashi Sharma, qui m'ont guidé et m'ont aidé depuis le premier jour, à mon frère, loyal et sage, Sanja Sharma MD, et à sa bonne épouse, Suzanne. À ma fille, Bianca, pour sa présence, et à Alka, ma femme et ma meilleure amie. Vous êtes tous la lumière qui me montre le chemin. À Iris Tufolm, Claude Primo, Judith Brunsec, Carole Bonnette, Tom Best, Michaela Cornell et le reste de l'extraordinaire équipe de HarperCollins pour son énergie, son enthousiasme et sa foi en ce livre. Un merci très spécial et cordial à Ed Carson, président de HarperCollins, qui a su voir immédiatement le potentiel de ce livre, qui a cru en moi et qui a permis que ce livre se fasse. J'apprécie profondément ses conseils. Pour moi, la vie n'est pas une chandelle qui jette une brève lueur. C'est une sorte de flambeau splendide que j'ai pour le moment entre les mains et je veux qu'il brûle aussi haut et aussi fort que possible avant de le remettre aux générations futures. Georges Bernard Shaw. Chapitre 1. L'alerte. Il s'affaissa subitement au beau milieu de la salle d'audience comble du tribunal. C'était l'un des avocats plaidants les plus distingués du pays. C'était également un homme connu aussi bien pour les costumes italiens à $3000 qui ornaient son corps bien nourri que pour sa remarquable collection de victoires juridiques. Je restais là, sans bouger, paralysé par la scène saisissante qui venait de se dérouler sous mes yeux. Le grand Julian Mantle, réduit soudain au rôle de victime, se tordait maintenant sur le sol comme un nourrisson impuissant, tremblant, frissonnant et transpirant comme un démon. À partir de ce moment-là, tout sembla s'enchaîner au ralenti. « Mon Dieu, Julian se trouve mal !» cria son adjointe, dont les émotions nous offrirent l'image aveuglante de la réalité. La juge paniquée marmonna rapidement quelque chose dans le téléphone privé qu'elle avait fait installer pour les cas d'urgence. Quant à moi, je ne pouvais que rester là, l'esprit confus et embrumé. « Je t'en prie, ne meurs pas, vieux fou. Il est trop tôt pour que tu nous quittes. Tu ne mérites pas de mourir comme ça. » L'huissier, qui, quelques instants auparavant, avait l'air d'avoir été embaumé dans la position verticale, se jeta dans l'action et commença à pratiquer les techniques de réanimation sur le héros déchu. L'adjointe était à ses côtés, ses longues boucles blondes balayant le visage congestionné de Julian. Elle lui murmurait des paroles de réconfort, paroles que, de toute évidence, il ne pouvait pas entendre. Je connaissais Julian depuis 17 ans. Nous nous étions rencontrés la première fois alors que j'étais un jeune étudiant en droit, engagé par l'un de ses associés pour faire de la recherche durant un été. À cette époque-là, il pouvait tout. C'était un avocat plaidant, brillant et audacieux, qui avait des rêves de grandeur.
Juliane était la jeune étoile du cabinet d'avocats. C'est lui qui faisait la pluie et le beau temps. Je me rappelle encore être passé devant son superbe bureau en coin, un soir où je travaillais tard, et j'aperçus une citation encadrée placée sur son bureau en chêne massif. Elle était de Winston Churchill et révélait énormément de choses sur l'homme qu'était Juliane. Je suis certain qu'en ce jour, nous sommes les maîtres de notre destin, que la tâche qui nous a été dévolue n'est pas au-dessus de nos forces, que les douleurs et les fatigues de cette tâche ne dépasseront pas les limites de mon endurance. Tant que nous aurons foi en notre propre cause et la volonté inébranlable de gagner, la victoire ne nous sera pas refusée. Juliane mettait ses principes en application. Il était impitoyable, infatigable, et prêt à travailler 18 heures par jour pour connaître le succès qu'il estimait être son destin. J'avais entendu des rumeurs selon lesquelles son grand-père avait été un sénateur très connu, et son père un juge très respecté de la Cour fédérale. Il était évident qu'il venait d'une famille cossue, et que d'énormes attentes pesaient sur ses épaules vêtues par harmonie. Je dois admettre une chose tout de même, il choisissait son propre rythme. Il était décidé à faire les choses à sa façon, et il adorait se mettre en scène. Ses plaidoiries théâtrales et souvent outrageantes faisaient régulièrement la manchette des journaux. Les gens riches et les célébrités accouraient chez lui chaque fois qu'ils avaient besoin d'un superbe tacticien juridique, prompt à l'attaque. Ses activités non professionnelles étaient probablement tout aussi connues. Ses dîners tardifs dans les meilleurs restaurants de la ville, accompagnés par de jeunes mannequins sexy, ou ses beuveries déchaînées avec la bande bruyante de courtisans qu'il appelait son équipe de démolition, étaient devenus légendaires au cabinet d'avocats pour lequel il travaillait. Je ne peux toujours pas comprendre pourquoi il m'a choisi pour travailler avec lui à cette sensationnelle affaire de meurtre qu'il devait plaider ce premier été. Même si j'étais diplômé de la faculté de droit de Harvard, sa propre université, je n'étais certainement pas le stagiaire le plus brillant du cabinet, et je n'avais pas de sang bleu, de sang noble dans mon arbre généalogique. Mon père avait travaillé toute sa vie comme gardien de sécurité dans une banque locale, après un passage dans les fusiliers marins. Ma mère avait grandi sans cérémonie dans le Bronx. Pourtant, il m'avait choisi parmi tous les autres qui avaient fait pression discrètement sur lui pour avoir le privilège d'être l'homme juridique à tout faire lors du procès qui fut connu sous le nom de l'ancêtre de tous les procès criminels. Il disait qu'il aimait mon appétit. Bien entendu, nous avons gagné, et le cadre supérieur qui avait été accusé d'avoir assassiné brutalement sa femme était maintenant un homme libre, ou aussi libre que sa conscience chargée lui permettait de l'être. Cet été-là, ma propre éducation fut riche. C'était beaucoup plus qu'une leçon sur la façon de créer un doute raisonnable lorsqu'il n'en existait aucun. N'importe quel avocat digne de ce nom pouvait en faire autant. C'était une leçon sur la psychologie de la victoire et une rare occasion d'observer un maître au travail. J'avais absorbé tout cela comme une éponge. J'acceptai l'invitation de Juliane de travailler dans le cabinet d'avocats comme adjoint, et une amitié durable se créa rapidement entre nous. Je dois admettre qu'il n'était pas le plus facile des avocats avec lesquels travailler. Lui servir d'aide était souvent un exercice frustrant qui menait à bien d'autres choses que quelques altercations tard dans la nuit. Il fallait vraiment lui obéir ou partir. Cet homme ne pouvait jamais se tromper. Cependant, sous ses dehors rébarbatifs et bourrus, il y avait un homme qui s'intéressait sincèrement aux autres. Même s'il était très occupé, il demandait toujours des nouvelles de Jenny, la femme que j'appelais encore ma petite fiancée, bien que nous nous étions mariés avant que j'entre à la faculté de droit. Lorsqu'il découvrit par un autre stagiaire que j'étais dans une situation financière difficile, Juliane prit des dispositions pour que je reçoive une bourse d'études généreuse. Bien sûr, je ne pouvais pas tenir tête au plus brillant de ses collègues, et bien entendu, il aimait s'éclater, mais il ne négligeait jamais ses amis. Le vrai problème était que Juliane était obsédée par le travail. Durant les premières années, il justifiait ses longues heures de travail en disant qu'il le faisait pour le bien de la boîte, qu'il avait l'intention de prendre un mois de congé et d'aller dans les îles Caïmans sûrement l'hiver prochain. À mesure que le temps passait, toutefois, la réputation de brillant avocat de Juliane s'étendait et sa charge de travail continuait à augmenter. On lui confiait des causes de plus en plus importantes et Juliane n'était pas le genre d'homme à reculer devant un bon défi. Il continuait à travailler de plus en plus dur. Durant ces rares moments de calme, il me confiait qu'il ne pouvait plus guère dormir que 2 heures sans se réveiller avec un sentiment de culpabilité, parce qu'il n'était pas en train de travailler un dossier. Je compris rapidement qu'il était consumé par le désir d'obtenir toujours davantage de prestige, davantage de gloire et davantage d'argent. Comme il fallait s'y attendre, la réussite de Juliane fut éclatante. Il obtint tout ce que la plupart des gens peuvent désirer. Une réputation professionnelle de premier plan avec un revenu qui dépassait le million. Un château spectaculaire dans un quartier habité par des célébrités. Un jet privé, une villa d'été située sur une île tropicale et, la prunelle de ses yeux, une Ferrari rouge brillant de tous ses feux qu'il garait au centre de l'allée menant à sa résidence.
Pourtant, je savais que les choses n'étaient pas aussi idylliques qu'elles semblaient l'être en apparence. Je pouvais observer les signes d'un désastre imminent, non pas parce que j'étais plus perspicace que mes autres collègues, mais simplement parce que je passais plus de temps qu'eux avec lui. Nous étions toujours ensemble parce que nous étions toujours en train de travailler. Les choses ne semblaient jamais ralentir. Il y avait toujours à l'horizon une autre cause sensationnelle plus importante que la précédente. Nous n'étions jamais assez préparés pour Juliane. Que se passerait-il si le juge soulevait cette question ou cette autre? Que Dieu nous en préserve. Que se passerait-il si notre recherche n'était pas tout à fait parfaite? Que se passerait-il si, au beau milieu d'une salle de tribunal comble, il était surpris tel un cerf pris dans la lumière crue d'une paire de phares? Donc, nous allions au bout de nos forces, et je fus aussi aspiré dans son petit monde axé sur le travail. Nous étions là, deux esclaves de l'heure, travaillant avec acharnement au 64e étage d'un quelconque monolithe d'acier et de verre, convaincus que nous étions les maîtres du monde, aveuglés par une version illusoire du succès, tandis que la plupart des gens normaux étaient chez eux, entourés de leur famille. Plus je passais de temps avec Juliane, plus je pouvais voir qu'il était en train de se détruire lentement. Il semblait avoir une sorte de désir de mort. Rien ne pouvait jamais le satisfaire. Son mariage fut un échec au bout du compte. Il ne parlait plus à son père, et même s'il avait toutes les possessions matérielles que l'on puisse désirer, il n'avait toujours pas trouvé ce qu'il cherchait. Cela se voyait sur tous les plans, émotionnels, physiques et spirituels. À 53 ans, Juliane avait l'air d'un homme qui s'approchait à grands pas de ses 80 ans. Son visage était sillonné de rides, et c'était un prix fort peu glorieux de son approche excessive de la vie en général, et du stress épouvantable de sa vie déséquilibrée en particulier. Les dîners tardifs dans les restaurants français coûteux, les gros cigares cubains et les verres de cognac successifs en avaient fait un homme obèse. Il se plaignait constamment d'en avoir assez d'être fatigué et malade. Il avait perdu son sens de l'humour et ne riait plus jamais. La nature enthousiaste de Juliane avait été remplacée par une morosité mortelle. Je pense personnellement que sa vie n'avait plus aucun sens. La chose la plus triste peut-être était qu'il avait aussi perdu sa concentration au tribunal. Alors qu'auparavant il éblouissait tous ceux qui étaient présents par ses conclusions éloquentes et indiscutables, maintenant il radotait pendant des heures, divagant au sujet de causes obscures qui n'avaient que peu ou pas de rapport avec l'affaire dont la cour était saisie. Alors qu'auparavant il réagissait élégamment aux objections de l'avocat de la partie adverse, il répliquait maintenant par des sarcasmes mordants qui mettaient sérieusement à l'épreuve la patience des juges, qui l'avaient perçu antérieurement comme un génie du barreau. En deux mots, l'étincelle de vie de Juliane avait commencé à vaciller. Ce n'était pas seulement la fatigue causée par son rythme de vie frénétique qui l'entraînait prématurément vers sa mort. J'avais le sentiment qu'il entretenait des raisons plus profondes. Il semblait que c'était quelque chose de spirituel. Presque chaque jour, il me disait qu'il n'avait plus aucune passion pour ce qu'il faisait et se sentait enveloppé par le vide. Juliane me confia que lorsqu'il était un jeune avocat, il avait vraiment aimé le droit, bien qu'il ait été poussé au départ dans cette direction par les exigences sociales de sa famille. Les complexités du droit et les défis intellectuels qu'il lui posait l'avaient fasciné et électrisé. Le pouvoir de réaliser des changements sociaux l'avait inspiré et motivé. À cette époque-là, il était bien autre chose qu'un jeune Richard du Connecticut. Il se voyait vraiment comme une force du bien, un instrument d'amélioration sociale qui pouvait utiliser ses talents évidents pour aider les autres. Cette vision donnait un sens à sa vie. Elle lui donnait un but et nourrissait ses espoirs. Son désintérêt pour sa profession n'était cependant pas la seule explication à la chute de Juliane. Il avait vécu une grande tragédie avant que je fasse sa connaissance. Selon l'un des principaux associés, quelque chose de réellement exécrable lui était arrivé, mais personne ne voulait en parler. Même le vieux Harding, l'associé directeur général, bavard impénitent, qui passait plus de temps au bar du Ritz-Carlton que dans son bureau, dont les dimensions disproportionnées étaient gênantes, disait qu'il avait juré de ne rien révéler. Quel que soit ce profond secret, je soupçonnais qu'il avait, d'une certaine façon, contribué à la spirale descendante de Juliane. Bien sûr, j'étais curieux, mais surtout, je voulais l'aider. Il n'était pas seulement mon mentor, il était aussi mon meilleur ami. Et puis, c'est arrivé. Cette terrassante crise cardiaque fit s'effondrer le brillant Julian Mantle et le ramena à son état de mortel. Exactement au milieu de la salle de tribunal numéro 7, un lundi matin, la même salle où nous avions gagné le procès qui avait été l'ancêtre de tous les procès criminels. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouveaux livres. Chapitre 2. Le mystérieux visiteur. C'était une réunion convoquée d'urgence par tous les membres du cabinet d'avocats. Pendant que nous nous entassions dans la principale salle de réunion du conseil d'administration, je pouvais voir qu'il y avait un sérieux problème.
Le vieux Harding fut le premier à prendre la parole. « Je suis au regret d'avoir à vous annoncer de très mauvaises nouvelles. Julian Mantle a une grave crise cardiaque au tribunal hier, pendant qu'il plaidait dans l'affaire Air Atlantique. Il est actuellement aux soins intensifs, mais ses médecins m'ont fait savoir que son état est maintenant stable et qu'il se remettra. Cependant, Julian a pris une décision que vous devez tous connaître. Il a décidé de quitter notre famille et d'abandonner la profession. Il ne reviendra pas ici. » J'étais sous le choc. Je savais qu'il avait sa part de problèmes, mais je n'avais jamais pensé qu'il abandonnerait. En outre, après tout ce que nous avions traversé ensemble, je pensais qu'il aurait dû avoir la courtoisie de me dire cela personnellement. Il ne voulait même pas que je lui rende visite à l'hôpital. Chaque fois que j'y allais, les infirmières avaient reçu instruction de me dire qu'il dormait et qu'il ne fallait pas le déranger. Il avait même refusé de répondre à mes appels au téléphone. Peut-être que je lui rappelais une vie qu'il voulait oublier. Qui sait? Je ne peux cependant pas vous cacher que ça faisait mal. Cet épisode s'est passé il y a 3 ans. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, Julian était parti en Inde pour une sorte d'expédition. Il avait dit à l'un de ses associés qu'il voulait que sa vie soit plus simple. Il avait besoin de quelques réponses et il espérait les trouver dans ce pays mystique. Il avait vendu son château, son jet et son île privée. Il avait même vendu sa Ferrari. Julian Mantle en yogi indien, pensais-je. Le droit produit des résultats tout à fait mystérieux. Durant ces 3 années, de jeune avocat surmené, j'étais devenu un avocat blasé et quelque peu cynique. Ma femme Jenny et moi avons eu des enfants. Petit à petit, j'ai commencé ma propre recherche pour trouver un sens à la vie. Je crois que c'était à cause des enfants. Ils changèrent fondamentalement ma façon de voir le monde et le rôle que je devais y jouer. Mon père avait eu le mot juste lorsqu'il m'avait dit « John, sur ton lit de mort, tu ne regretteras jamais de n'avoir pas passé plus de temps au bureau. » Je commençais donc à passer plus de temps chez moi. Je m'installais dans une existence assez agréable, mais plutôt ordinaire. Je devins membre du club Rotary et je jouais au golf le samedi pour faire plaisir à mes associés et à mes clients. Mais je dois vous dire que dans mes moments de calme, je pensais souvent à Julian et je me demandais ce qui lui était arrivé durant ces années, depuis le jour où nous nous étions quittés à l'improviste. Il s'était peut-être établi en Inde, un pays qui offre tant de diversité que même une âme agitée comme la sienne aurait pu s'y installer. Ou peut-être qu'il parcourait à pied le Népal, qu'il faisait de la pêche sous-marine au large des îles Caïmans. Une chose était certaine, il n'exerçait plus sa profession d'avocat. Personne n'avait reçu la moindre carte postale de lui depuis qu'il était parti pour cet exil qui s'était imposé loin du droit. Il y a 2 mois environ, on frappa à ma porte et je reçus les premières réponses à certaines de mes questions. Je venais de quitter mon dernier client après une journée épuisante, quand Geneviève, ma brillante adjointe, passa la tête dans mon petit bureau élégamment meublé. « Il y a quelqu'un ici qui désire vous voir, John. Il dit que c'est urgent et qu'il ne partira qu'après vous avoir parlé. » « Je suis sur le point de m'en aller, Geneviève, » répliquai-je impatiemment. « Je m'en vais manger quelque chose sur le pouce avant de terminer le dossier Hamilton. Je n'ai pas le temps de voir qui que ce soit maintenant. Dites-lui de prendre rendez-vous comme tout le monde et appelez la sécurité s'il vous cause des problèmes. » « Mais il dit qu'il a absolument besoin de vous voir. Il ne m'écoute pas quand je lui dis que c'est impossible. » Durant un instant, je songeais à appeler la sécurité moi-même, mais je me rendis compte qu'il s'agissait peut-être de quelqu'un qui était dans le besoin, et je pris une attitude plus indulgente. « Bon, faites-le entrer, » dis-je en changeant d'avis. « J'ai sans doute besoin d'un nouveau client de toute façon. » La porte de mon bureau s'ouvrit lentement, jusqu'à ce qu'elle soit grande ouverte, et révéla un homme souriant, dans la trentaine. Il était grand, mince et musclé, et rayonnait de vitalité et d'énergie. Il me rappela un de ces étudiants parfaits avec qui j'allais à la faculté de droit, dont les familles étaient parfaites, qui possédaient des maisons parfaites, des voitures parfaites et des peaux parfaites. Mais mon visiteur avait autre chose en plus de sa jeunesse et de sa beauté. Une sorte de paix profonde lui donnait une présence presque divine. Et ses yeux, des yeux bleus qui me transpercèrent de part en part et me firent penser au tranchant du rasoir sur la chair souple d'un adolescent anxieux. Encore un avocat arrogant qui se lance à la poursuite de mon poste, pensais-je. Bon Dieu, pourquoi est-ce qu'il reste là sans bouger à me regarder? J'espère que je ne suis pas l'avocat de sa femme dans cette grande affaire de divorce que j'ai gagnée la semaine dernière. Peut-être qu'appeler la sécurité n'était pas une si mauvaise idée après tout. Le jeune homme continua à me regarder, tout comme le Bouddha souriant aurait regardé un de ses disciples favoris. Après un long moment de silence gênant, il m'adressa la parole sur un ton autoritaire qui me surprit. « C'est comme ça que tu traites tous tes visiteurs, John? Même ceux qui t'ont appris tout ce que tu sais sur la façon de remporter des succès au tribunal? J'aurais dû garder mes secrets professionnels pour moi-même, » dit-il, tandis que ses lèvres charnues s'étiraient en un large sourire. Une sensation étrange me chatouilla le creux de l'estomac. Je reconnus immédiatement cette voix rauque aux intonations caressantes. Mon cœur se mit à battre la chamade. « Julian, c'est toi? Je ne peux pas y croire, c'est vraiment toi ?» Le rire bruyant du visiteur confirma mes soupçons.
Le jeune homme qui se tenait devant moi n'était nul autre que ce yogi indien qui avait disparu depuis longtemps, Julian Mantle. Je fus ébloui par son incroyable transformation. Le teint de plomb, la toux maladive et les yeux mornes de mon ancien collègue avaient disparu. L'allure de vieillard et l'expression morbide qui le personnifiaient aussi. Au lieu de cela, l'homme qui se tenait devant moi semblait jouir d'une santé éclatante, et son visage, dénué de la moindre ride, rayonnait. Ses yeux rieurs révélaient son extraordinaire vitalité. Ce qui était peut-être encore plus étonnant, c'était la sérénité qui se dégageait de lui. Je me sentis complètement apaisé rien que d'être assis là à le contempler. Il n'était plus l'associé principal d'un grand cabinet d'avocats, anxieux et agité. À sa place, j'avais devant moi un modèle de transformation, un homme jeune, souriant et débordant de vitalité. Chapitre 3. La transformation miraculeuse de Julian Mantle. J'étais stupéfié par cette nouvelle version améliorée de Julian Mantle. Comment quelqu'un qui avait l'air d'un vieil homme fatigué il y a à peine quelques années peut avoir l'air aussi rayonnant et vivant, me dis-je dans un silence incrédule. Était-ce quelque drogue magique qui lui avait servi de fontaine de jouvence? Quelle était la cause de cette extraordinaire transfiguration? Julian fut le premier à prendre la parole. Il me dit que ce milieu hyper compétitif des hommes de loi l'avait complètement vidé, non seulement physiquement et émotivement, mais spirituellement. Le rythme frénétique et incessant l'avait usé et épuisé. Il admit que son corps s'était écroulé et que son esprit avait perdu son acuité. Sa crise cardiaque n'était que le symptôme d'un problème bien plus profond. Dépression constante et les exigences exténuantes de la vie d'un avocat plaidant d'envergure internationale avaient aussi détruit sa qualité la plus importante, et peut-être la plus humaine, son esprit. Lorsqu'il reçut l'ultimatum de son médecin, soit abandonner sa profession ou abandonner sa vie, il dit qu'il vit l'occasion inespérée de ranimer la flamme intérieure qu'il avait connue lorsqu'il était plus jeune, une flamme qui s'était éteinte à mesure que le droit devenait de moins en moins un plaisir et de plus en plus une profession. Julian eut l'air visiblement excité lorsqu'il me raconta comment il avait vendu toutes ses possessions matérielles et s'était rendu en Inde, un pays dont la culture ancienne et les traditions mystiques l'avaient toujours fasciné. Il voyagea de hameau en hameau, parfois à pied, parfois en train, apprenant de nouvelles coutumes, admirant les paysages éternels et apprenant à aimer ce peuple indien qui rayonnait de chaleur, de bonté, et dont la conception de la vraie signification de la vie était rafraîchissante. Même ceux qui étaient les plus dépourvus ouvraient leur logis et leur cœur à ce visiteur harassé qui venait de l'Occident. À mesure que les jours se transformèrent en semaines dans ce monde enchanteur, Julian commença lentement à retrouver sa vitalité, peut-être pour la première fois depuis qu'il avait quitté l'enfance. Il recouvrait lentement sa curiosité naturelle, sa créativité, ainsi que son enthousiasme et son appétit de la vie. Il commença à se sentir plus joyeux et paisible. Et il commença à rire. Bien que Julian ait vécu pleinement chaque moment qu'il passait dans cette terre exotique, il me dit que son voyage en Inde était bien plus que de simples vacances pour reposer un esprit surmené. Il décrivit son séjour dans ce lointain pays comme une odyssée personnelle du moi. Il me confia sa détermination à découvrir celui qu'il était vraiment et le sens de sa vie, avant qu'il ne soit trop tard. Pour cela, sa première priorité avait été de s'imprégner de la grande sagesse ancienne de cette culture afin d'apprendre à vivre de façon plus valorisante, plus épanouissante et plus édifiante. Je ne veux pas avoir l'air d'un illuminé, John, mais c'était comme si j'avais reçu un ordre de l'intérieur, une directive intrinsèque qui me disait que je devais commencer un voyage spirituel afin de ranimer l'étincelle que j'avais perdue, me dit Julian. Ça a été une époque extraordinairement libératrice pour moi. Plus il explorait, plus il entendait parler de moines indiens centenaires, des moines qui, en dépit de leur âge avancé, continuaient à mener une vie pleine de jeunesse, d'énergie et de vitalité. Plus il voyageait, plus il entendait parler de l'éveil spirituel et de yogis sans âge qui avaient maîtrisé l'art de contrôler leur esprit. Et plus il les voyait, plus il avait le désir de comprendre la dynamique qui expliquait ces miracles de la nature humaine, en espérant appliquer leur philosophie à sa propre vie. Durant les premiers temps de son voyage, Julian partit à la recherche d'un grand nombre de maîtres connus et hautement respectés. Il me dit que chacun d'entre eux l'accueillit à bras et à cœur ouverts et partageait avec lui toutes les perles de sagesse qu'ils avaient absorbées durant ses vies passées dans la contemplation des grandes questions de l'existence. Julian tenta aussi de décrire la beauté des temples anciens, qui parsemaient les paysages mystiques de l'Inde, de ces monuments qui semblaient être les gardiens loyaux de la sagesse des âges. Il me dit qu'il fut ému par l'aspect sacré de ces lieux. Ce fut une époque tout à fait magique de ma vie, John. J'étais là, un vieil avocat fatigué qui avait vendu toutes ses possessions, depuis son cheval de course jusqu'à sa Rolex, qui avait emporté tout ce qui lui restait dans un grand sac à dos qui serait son compagnon constant, tandis qu'il s'aventurait dans les traditions éternelles de l'Orient. Est-ce que cela était dur de partir,
demandai-je à haute voix, incapable de contenir ma curiosité. En réalité, ça a été la chose la plus facile que j'ai jamais faite. La décision d'abandonner ma clientèle et toutes mes possessions matérielles m'a semblé tout à fait naturelle. Albert Camus a dit un jour que la vraie générosité à l'égard du futur consiste à tout donner à ce qui est présent. Eh bien, c'est exactement ce que je fis. Je savais que je devais changer. J'ai donc décidé d'écouter mon cœur et de le faire d'une façon très spectaculaire. Ma vie est devenue tellement plus simple et significative quand j'ai laissé derrière moi tout l'attirail du passé. Dès que j'ai cessé de passer tout mon temps à poursuivre les grands plaisirs de la vie, j'ai commencé à jouir des petits plaisirs, comme d'observer les étoiles qui dansent au clair de lune, ou d'absorber par tous les pores les rayons du soleil d'un merveilleux matin d'été. Et l'Inde est un pays tellement stimulant du point de vue intellectuel que j'ai rarement pensé à tout ce que j'avais laissé derrière moi. Bien que ses premières rencontres avec les érudits de cette culture exotique l'intriguèrent, elles ne lui avaient pas apporté les connaissances dont il avait soif. Durant les premiers temps de son odyssée, la sagesse qu'il désirait acquérir et les techniques pratiques qui, espérait-il, changeraient la qualité de sa vie, continuèrent à lui échapper. Ce n'est qu'après avoir passé 7 mois en Inde que Julian eut sa première vraie révélation. Il se trouvait alors au Cachemire, vieil état mystique lové paresseusement au pied de l'Himalaya, lorsqu'il eut la bonne fortune de rencontrer un homme appelé Yogi Krishnan. Cet homme grêle à la tête rasée avait aussi été avocat durant sa précédente incarnation, comme il le disait souvent en souriant de toutes ses dents. Excédé par le rythme frénétique qui caractérise la Nouvelle Delhi moderne, il avait lui aussi abandonné ses possessions matérielles et s'était retiré dans un monde où régnait une plus grande simplicité. En devenant le gardien du temple du village, Krishnan lui dit qu'il avait appris à se connaître et à découvrir sa place dans le grand ordre des choses. J'étais fatigué de vivre ma vie comme un perpétuel exercice d'alerte aérienne. Je me suis rendu compte que ma mission consiste à servir les autres et à contribuer d'une certaine façon à rendre ce monde un peu meilleur. Maintenant, je vis pour donner, dit-il à Julian. Je passe mes jours et mes nuits dans ce temple. Ma vie est austère, mais elle me comble. Je partage mes découvertes avec tous ceux qui viennent ici prier. Je sers ceux qui sont dans le besoin. Je ne suis pas un prêtre. Je suis simplement un homme qui a trouvé son âme. Julian raconta sa propre histoire à l'avocat devenu yogi. Il parla de son ancienne vie brillante faite de privilèges. Il raconta au yogi Krishnan sa soif de richesse et son obsession du travail. Il lui révéla, avec beaucoup d'émotion, son bouleversement intérieur, la crise spirituelle qu'il avait traversée lorsque sa vie brillante commençait à vaciller sous le poids du déséquilibre. « Moi aussi j'ai parcouru ce chemin, mon ami. Moi aussi j'ai ressenti la même douleur que vous. Pourtant, j'ai appris qu'il y a une raison à tout, » lui dit le yogi Krishnan avec sympathie. Chaque événement se produit à cause d'une raison et chaque échec apporte sa leçon. Je me suis rendu compte que l'échec, qu'il soit personnel, professionnel ou même spirituel, est essentiel à l'épanouissement personnel. Il apporte la force intérieure et une myriade de récompenses d'ordre psychique. Ne regrettez jamais votre passé. Acceptez-le plutôt comme le maître qu'il est. Après avoir entendu ces paroles, Julian me dit qu'il ressentit une grande exultation. Le yogi Krishnan était peut-être le mentor qu'il cherchait. Qui mieux qu'un ancien avocat imbu de son importance, qui avait trouvé un meilleur mode de vie grâce à son odyssée spirituelle, pourrait lui enseigner les secrets d'une vie plus équilibrée, faite d'enchantement et de joie? Krishnan, j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin d'apprendre comment mener une vie plus riche, plus pleine. Je serais honoré de vous aider de toutes les façons possibles, lui répondit le yogi. Mais puis-je faire une suggestion? Bien entendu, depuis que je prends soin de ce temple dans ce petit village, j'ai entendu des rumeurs au sujet d'un groupe de sages mystiques qui vivent très haut dans l'Himalaya. Selon la légende, ils ont découvert une sorte de philosophie qui peut améliorer profondément la qualité de la vie. Et je ne veux pas dire simplement du point de vue physique. Cette philosophie est censée être holistique. Elle intègre des principes éternels et des méthodes universelles pour libérer le potentiel de l'esprit, du corps et de l'âme. Julian fut fasciné. Cela semblait parfait. Où vivent exactement ces moines? Personne ne le sait, et je regrette d'être trop vieux pour me lancer à leur recherche. Mais je vous dirai une chose, mon ami. Bon nombre d'hommes ont essayé de les trouver et ont échoué avec des conséquences tragiques. Les hauteurs de l'Himalaya sont incomparablement traîtresses. Même les grimpeurs les plus habiles sont sans défense contre leurs ravages naturels. Mais si ce que vous cherchez, ce sont les clés d'or de la santé éclatante, du bonheur durable et de l'épanouissement intérieur, je n'ai pas la sagesse que vous cherchez. Ce sont eux qui l'ont. Julian, qui n'avait jamais abandonné facilement, insista encore auprès du yogi Krishnan. Êtes-vous certain que vous n'avez aucune idée de l'endroit où ils vivent? Tout ce que je peux vous dire, c'est que les habitants de mon village les désignent du nom de grands sages de Sivana. Dans leur mythologie, Sivana signifie oasis de lumière. Ces moines sont révérés comme si leur nature et leur influence étaient divines. Si je savais où on peut les trouver, j'aurais le devoir de vous le dire, mais honnêtement, je ne le sais pas. En fait, personne ne le sait.
Le lendemain matin, comme les premiers rayons du soleil indien éclairaient l'horizon coloré, Julian se mit en marche vers le pays perdu de Sivana. Tout d'abord, il songea à engager un guide Sherpa pour l'aider à grimper dans la montagne. Mais pour une raison étrange, son instinct lui dit qu'il s'agissait là d'un voyage qu'il devrait faire seul. Donc, pour la première fois de sa vie peut-être, il laissa tomber les entraves de la raison et fit confiance à son intuition. D'une certaine façon, il savait qu'il trouverait ce qu'il cherchait. Donc, animé d'un zèle de missionnaire, il commença à grimper. Les premières journées furent faciles. Parfois, il rattrapait les habitants pleins d'entrain du village qui arpentaient l'un des sentiers, à la recherche d'un morceau de bois à sculpter ou d'un sanctuaire que cet endroit irréel offrait à tous ceux qui osaient s'aventurer aussi près du ciel. À d'autres moments, il grimpait tout seul et en profitait pour réfléchir silencieusement à sa vie passée et à celle vers laquelle il se dirigeait. En peu de temps, le village devint à peine plus grand qu'un point minuscule dans ce splendide paysage. La majesté des cimes coiffées de neige de l'Himalaya lui faisait battre le cœur, et durant un long moment, il en eut le souffle coupé. Il avait le sentiment de faire partie de la montagne, d'avoir avec elle cette sorte d'intimité que ressentent deux amis après avoir passé de nombreuses années à écouter leurs confidences et à rire de leurs plaisanteries. L'air frais de la montagne lui éclaircit les idées et lui donna de l'énergie spirituelle. Après avoir fait plusieurs fois le tour du monde, Julian pensait qu'il avait tout vu, mais il n'avait jamais contemplé pareille beauté. Les merveilles dont il s'abreuvait durant ces heures magiques étaient un hommage exquis à la symphonie de la nature. Il se sentait tout à la fois joyeux, ragaillardi et insouciant. C'était ici, très haut au-dessus de l'humanité, que Julian s'avança lentement hors du cocon de tout ce qui est ordinaire et commença à explorer le royaume de l'extraordinaire. « Je me rappelle encore les mots qui me passaient par l'esprit là-haut, » me dit Julian. Au fond, je pensais que la vie consiste à faire des choix. Notre destinée se déroule selon les choix que nous faisons, et j'étais certain que le choix que j'avais fait était le bon. Je savais que ma vie ne serait jamais plus la même et que quelque chose de merveilleux, peut-être même de miraculeux, était sur le point de m'arriver. C'était un éveil surprenant. À mesure que Julian grimpait dans les régions de l'Himalaya où l'air se raréfie, il me dit qu'il commença à ressentir de l'anxiété. Mais c'était une bonne sorte d'inquiétude, comme celle ressentie le soir d'un premier bal, ou juste avant de commencer à plaider une cause excitante et que les journalistes poursuivent dans les escaliers du tribunal. Et même si je n'avais pas l'aide d'un guide ou d'une carte, le chemin était tracé, et je n'avais qu'à suivre un mince sentier qui me menait vers les hauteurs de la montagne. C'était comme si j'étais muni d'une boussole intérieure qui me poussait tout doucement vers ma destination. Je ne crois pas que j'aurais pu m'arrêter de grimper même si je l'avais voulu. Julien était tellement excité que ses mots se répandaient hors de lui comme un torrent bouillonne dans la montagne après la pluie. Durant 2 autres journées, tandis qu'il continuait de grimper le long du chemin qui, espérait-il, le mènerait à Sivana, Julian repensa à son ancienne vie. Quoiqu'il se sentait entièrement libéré du stress et de la fatigue qui caractérisaient son ancienne vie, il se demandait s'il pouvait vraiment passer le reste de ses jours sans le défi intellectuel que lui avait offert sa profession depuis qu'il avait quitté la faculté de droit de Harvard. Ensuite, ses pensées s'égarèrent vers son bureau lambrissé de chênes situé dans un gratte-ciel étincelant du centre-ville et la villa d'été idyllique qu'il avait vendue pour une bouchée de pain. Il repensa à ses vieux amis avec qui il fréquentait les grands restaurants. Il pensa aussi à sa chère Ferrari et à la façon dont son cœur se dilatait lorsqu'il appuyait sur l'accélérateur et qu'elle bondissait dans un hurlement féroce. Comme il s'aventurait de plus en plus profondément dans ce lieu mystique, ses réflexions sur le passé furent rapidement interrompues par l'émerveillement provoqué par le paysage. Quelque chose d'étonnant lui arriva alors qu'il était en train de se pénétrer des dons prodigués par l'intelligence de la nature. Du coin de l'œil, il vit quelqu'un d'étrangement vêtu d'une longue robe rouge flottante, surmontée d'un capuchon bleu foncé qui marchait devant lui sur le sentier. Julian fut étonné de voir quelqu'un en cet endroit isolé, qu'il n'avait atteint qu'après 7 jours de marche dangereuse. Comme il se trouvait très loin de la civilisation et qu'il ne savait pas encore avec certitude s'il atteindrait Sivana, son ultime destination, il est là le voyageur. L'homme refusa de répondre et accéléra le pas le long du sentier, sur lequel ils grimpaient tous les deux, sans même lui accorder un coup d'œil. Puis, le voyageur mystérieux se mit à courir, et sa robe rouge dansait gracieusement derrière lui comme des draps de coton se balancent sur une corde à linge dans le vent d'automne. « Je vous en prie, ami, j'ai besoin de votre aide pour trouver Sivana !» hurla Julian. « Je voyage depuis 7 jours avec peu de nourriture et d'eau. Je crois que je me suis perdu. » L'homme s'arrêta brusquement. Julian s'approcha prudemment, tandis que le voyageur restait remarquablement immobile et silencieux. Sa tête ne bougeait pas, ses mains ne bougeaient pas, et ses pieds non plus. Julian ne pouvait rien voir du visage dissimulé par le capuchon, mais il fut frappé par le contenu du petit panier que le voyageur tenait entre ses mains. À l'intérieur,
il y avait un assortiment de fleurs les plus belles et les plus délicates que Julian ait jamais vues. L'homme tenait fermement le panier contre lui à mesure que Julian s'approchait, comme s'il voulait montrer à la fois son amour pour ses précieuses possessions et sa méfiance à l'égard de ce grand occidental, dont la présence en ces lieux était aussi inhabituelle que la rosée dans le désert. Julian fixait le voyageur avec une intense curiosité. Un brusque rayon de soleil révéla que le large capuchon abritait le visage d'un homme. Mais Julian n'avait jamais vu un tel homme. Il avait à peu près le même âge que lui, mais ses traits étaient tellement frappants que Julian en resta fasciné et fut contraint de s'arrêter et de le contempler durant un moment qui lui sembla une éternité. Il avait le regard si pénétrant d'un félin que Julian fut obligé de détourner les yeux. Sa peau olivâtre était souple et lisse. Son corps semblait fort et robuste. Ses mains trahissaient son âge, mais il rayonnait d'une telle jeunesse et d'une telle vitalité que Julian en fut hypnotisé, tel un enfant qui, pour la première fois, observe les tours de magie d'un magicien. « Ça doit être un des grands sages de Sivana », se dit Julian, en contenant à peine la joie que lui causait sa découverte. « Je suis Julian Mantle. Je suis venu pour être le disciple des sages de Sivana. Savez-vous où je pourrais les trouver ?» demanda-t-il. L'homme regarda pensivement ce visiteur fatigué venu de l'Occident. Il se dégageait de lui une telle sérénité et une telle paix qu'il semblait avoir une nature angélique, inspirée par le ciel. L'homme parla très doucement, presque en murmurant. « Pourquoi cherchez-vous ces sages, amis ?» Sentant qu'il avait en effet trouvé l'un des moines mystiques que tant de voyageurs avant lui n'avaient pu découvrir, Julian ouvrit son cœur et raconta son odyssée aux voyageurs. Il parla de son ancienne vie et de la crise spirituelle avec laquelle il avait été aux prises, de la façon dont il avait échangé sa santé et son énergie pour des récompenses éphémères que lui apportait sa profession d'avocat. Il parla de la façon dont il avait troqué les richesses de son âme pour un compte en banque considérable et les satisfactions illusoires que lui apportait un mode de vie qui consistait à brûler la chandelle par les deux bouts et mourir jeune. Et il lui raconta ses voyages dans l'Inde mystique et sa rencontre avec Yogi Krishnan, l'ancien avocat plaidant de la Nouvelle-Delhi, qui avait lui aussi abandonné sa vie professionnelle dans l'espoir de trouver l'harmonie intérieure et une paix durable. Le voyageur demeura silencieux et immobile. Il ne reprit la parole que lorsque Julian lui parla de son désir brûlant, presque obsessif, d'acquérir les anciens principes d'un mode de vie spirituellement élevé. L'homme plaça un bras sur l'épaule de Julian et dit avec douceur « Si vous avez le désir sincère d'apprendre la sagesse d'un meilleur mode de vie, alors il est de mon devoir de vous aider. Je suis en effet l'un de ces sages que vous êtes venu chercher de si loin. Vous êtes le premier à nous trouver depuis un bon nombre d'années. Félicitations, j'admire votre ténacité. Vous avez dû être un avocat tout à fait remarquable. » Il se tut, comme s'il n'était pas tout à fait sûr de ce qu'il devait faire ensuite. Puis il enchaîna. « Si vous voulez, vous pouvez venir avec moi. Vous serez mon invité dans notre temple. Il se trouve dans un lieu caché de cette région montagneuse, à un grand nombre d'heures d'ici. Mes frères et mes sœurs vous accueilleront à bras ouverts. Nous travaillerons ensemble pour vous enseigner les principes et les stratégies d'antan que nos ancêtres nous ont transmis à travers les âges. Avant de vous introduire dans notre monde privé et de partager nos connaissances collectives afin de remplir votre vie de plus de joie, de force et de détermination, je dois exiger que vous me fassiez une promesse, dit le sage. Quand vous aurez appris les vérités éternelles, vous devrez retourner dans votre pays natal en Occident et partager cette sagesse avec tous ceux qui sont prêts à vous écouter. Même si nous sommes isolés ici dans ces montagnes magiques, nous savons ce qui se passe dans ce monde turbulent qui est le vôtre. Les hommes bons sont désorientés. Vous devez leur donner l'espoir qu'ils méritent. Et surtout, vous devez leur fournir les outils qui leur permettront de réaliser leurs rêves. C'est tout ce que je vous demande. Julian accepta instantanément les conditions du sage et lui promit qu'il porterait le précieux message en Occident. Tandis que les deux hommes continuaient à grimper sur le sentier montagneux vers le village perdu de Sivana, le soleil commença à se coucher, tel un cercle rouge flamboyant glissant dans un doux sommeil magique après une longue journée épuisante. Julian me dit qu'il n'a jamais oublié la majesté de ce moment, lorsqu'il marchait avec un moine indien sans âge, pour lequel il ressentait une sorte d'amour fraternel, tout en voyageant vers un lieu qu'il avait tant désiré trouver, avec toutes ses merveilles et ses nombreux mystères. « Cela a été incontestablement le moment le plus mémorable de ma vie », me confia-t-il. Julian avait toujours cru que la vie se résumait à quelques moments clés. Il était en train de vivre l'un d'eux. Tout au fond de son âme, il sentait obscurément que ce moment était le premier du reste de sa vie, une vie qui était sur le point de devenir infiniment plus riche qu'elle ne l'avait jamais été. Chapitre 4. Une rencontre magique avec les sages de Sivana. Après avoir marché durant plusieurs heures le long d'un lacis compliqué de sentiers et de pistes herbeuses,
les deux voyageurs arrivèrent dans une vallée verte et luxuriante. D'un côté de la vallée, les sommets coiffés de neige de l'Himalaya offraient leur protection, tout comme des sentinelles aguerries gardent le camp où se reposent leurs généraux. De l'autre côté, une épaisse forêt plantée de pins était le couronnement parfaitement naturel de ce paysage enchanteur. Le sage regarda Julian et lui sourit doucement. « Bienvenue au Nirvana de Sivana. » Ensuite, les deux hommes descendirent le long d'un chemin qui semblait rarement utilisé et traversèrent l'épaisse forêt qui tapissait le fond de la vallée. L'air frais et vif de la montagne répandait un parfum de pin et de santal. Julian, qui allait maintenant pieds nus pour reposer ses pieds endoloris, enfonçait ses orteils dans la mousse humide. Il fut surpris de voir des orchidées richement colorées et une myriade d'autres fleurs ravissantes se balancer parmi les arbres, comme si elles se réjouissaient de la beauté et de la splendeur de ce petit paradis. Dans le lointain, Julian pouvait entendre des voix douces et apaisantes à l'oreille. Il continua à suivre silencieusement le sage. Après avoir marché durant 15 minutes encore, les deux hommes arrivèrent à une clairière. Même Julian Mantle, un homme que peu de choses surprenaient en ce monde, n'avait jamais imaginé un tel spectacle. Un petit village qui semblait être uniquement fait de roses. Au centre du village se trouvait un minuscule temple. Le genre de temple que Julian avait vu lors de ses voyages en Thaïlande et au Népal. Mais ce temple était fait de fleurs rouges, blanches et roses, maintenues ensemble par des liens multicolores et des branchettes. Les petites huttes qui parsemaient le reste du village semblaient être les abris austères des sages. Elles étaient également faites de roses. Julian était sans voix. Quant aux moines qui habitaient le village, ceux qu'il pouvait voir ressemblaient aux compagnons de voyage de Julian, qui lui révéla maintenant que son nom était Yogi Raman. Il expliqua qu'il était le plus âgé des sages de Sivana et le chef de ce groupe. Les citoyens de cette colonie de rêve avaient l'air étonnamment jeunes et se déplaçaient avec grâce et détermination. Aucun d'entre eux ne parlait. Ils respectaient la tranquillité des lieux en accomplissant leurs tâches en silence. Il semblait y avoir environ 10 hommes, qui portaient la même robe rouge que Yogi Raman et souriaient sereinement lorsque Julian pénétra dans leur village. Chacun d'eux avait l'air calme, en bonne santé et profondément satisfait. On aurait dit que les tensions dont sont victimes un si grand nombre d'entre nous dans ce monde moderne, sentant qu'elles ne seraient pas les bienvenues dans ce lieu de sérénité, s'étaient dirigées vers des lieux plus accueillants. Quoique ces hommes n'avaient pas vu de nouveaux visages depuis un grand nombre d'années, ils l'accueillirent avec calme et se contentèrent de s'incliner simplement pour saluer ce visiteur, qui était venu de si loin pour les trouver. Les femmes étaient également impressionnantes. Vêtues de leurs longs saris de soie rose, leurs cheveux d'un noir de jais ornés de fleurs de lotus blanc, elles s'affairaient dans le village avec une agilité exceptionnelle. Cependant, ce n'était pas l'activité frénétique qui règne dans notre société. Au contraire, elles accomplissaient leurs tâches avec facilité et grâce. Avec une concentration très zen, certaines d'entre elles travaillaient à l'intérieur du temple, préparant ce qui semblait être une fête. D'autres encore transportaient du bois et des tapisseries richement brodées. Elles étaient toutes occupées à des activités productives. Elles semblaient parfaitement heureuses. Finalement, les visages des sages de Sivana révélèrent le pouvoir de leur mode de vie. Bien que l'on voyait qu'ils étaient tous des hommes d'un certain âge, chacun d'entre eux rayonnait d'une candeur enfantine, et la vitalité de la jeunesse brillait dans leurs yeux. Aucun d'entre eux n'avait de rides, aucun d'entre eux n'avait de cheveux gris, aucun d'entre eux n'avait l'air vieux. Julian, qui pouvait à peine croire ce qu'il vivait, se vit offrir un festin de fruits frais et de légumes exotiques. Il apprit plus tard qu'il s'agissait là de nourriture qui était l'une des clés de la santé idéale dont jouissaient les sages. Après le repas, Yogi Raman escorta Julian jusqu'à son logis, une hutte remplie de fleurs contenant un petit lit sur lequel était posé un bloc-notes aux pages vierges. Ce serait désormais sa demeure. Même si Julian n'avait jamais rien connu de similaire au monde magique de Sivana, il se sentait en quelque sorte arrivé chez lui, comme un retour vers un paradis qu'il aurait connu il y a très longtemps. D'une certaine façon, ce village de roses ne lui était pas étranger. Son intuition lui disait qu'il appartenait à cet endroit, même si ce n'était que pour un court séjour. Ce serait l'endroit où il retrouverait la joie de vivre qu'il avait connue avant que son métier d'avocat ne lui vole son âme. Un sanctuaire dans lequel son esprit malade commencerait lentement à guérir. Ainsi commença la vie de Julian parmi les sages de Sivana, une vie faite de simplicité, de sérénité et d'harmonie. Il allait bientôt connaître des jours meilleurs. Chapitre 5. Un disciple spirituel des sages. Ceux qui font de grands rêves ne les réalisent jamais, ils les transcendent toujours. Alfred Lord Whitehead. Il était maintenant 20 heures,
et je devais encore préparer mon plaidoyer pour le lendemain. Pourtant, j'étais fasciné par l'expérience de cet ancien guerrier du barreau, qui avait transformé radicalement sa vie après avoir rencontré ces merveilleux sages de l'Inde et avoir étudié leurs préceptes. Quelle histoire étonnante, me dis-je. Et quelle transformation extraordinaire! Je me demandais si les secrets que Julian avait appris dans ce village caché dans la montagne pouvaient également enrichir la qualité de ma vie et me faire retrouver mon émerveillement devant le monde dans lequel nous vivons. Plus j'écoutais Julian, plus je me rendais compte que mon propre esprit s'était rouillé. Qu'était-il arrivé à cette passion peu commune qui caractérisait tout ce que je faisais lorsque j'étais plus jeune? À cette époque-là, même les choses les plus simples me remplissaient de joie. Il était peut-être temps de réinventer mon destin. Sentant que j'étais fasciné par son odyssée et impatient d'apprendre les principes que lui avaient transmis les sages, Julian accéléra le rythme de son récit. Il me raconta comment sa soif de connaissance, alliée à la finesse de son esprit, aiguisée par un grand nombre d'années de batailles juridiques, avait fait de lui un habitant apprécié du village. En fin de compte, pour marquer leur affection à l'égard de Julian, les moines le traitèrent comme un membre à part entière de leur grande famille. Impatient de comprendre le travail de l'esprit, du corps et de l'âme, et d'en maîtriser les principes, Julian passait littéralement chaque moment de la journée sous l'égide de Yogi Raman. Le sage devint plutôt un père pour Julian qu'un maître, bien qu'il n'y eût que quelques années de différence entre eux. Il était clair que cet homme avait accumulé la sagesse de plusieurs vies, et fort heureusement qu'il était prêt à la partager avec Julian. Bien avant l'aube, Yogi Raman s'asseyait avec son fervent disciple et lui parlait de sa perception intuitive de la signification de la vie et de méthodes inconnues qu'il avait maîtrisées pour vivre avec plus de vitalité, de créativité et d'épanouissement. Il enseigna à Julian d'anciens principes que, disait-il, tout le monde pouvait utiliser pour vivre plus longtemps, tout en restant jeune et en vivant beaucoup plus heureux. Julian apprit aussi comment la maîtrise de soi-même et la discipline personnelle l'empêcheraient de retourner au chaos qui avait caractérisé sa vie en Occident. À mesure que les semaines et les mois s'écoulaient, il commença à comprendre quel trésor potentiel dormait dans son propre esprit, attendant d'être éveillé et utilisé à des fins plus élevées. Parfois, le maître et son disciple restaient simplement assis et regardaient le soleil indien flamboyer et s'élever au-dessus des prairies vert foncé qui s'étendaient très bas au-dessous d'eux. Parfois, ils se reposaient en méditant calmement, afin de savourer les joies qu'apporte le silence. Parfois, ils se promenaient à travers la forêt de pins, tout en discutant de questions philosophiques et en appréciant le plaisir que leur apportait la présence de l'autre. Julian me raconta que 3 semaines seulement après son arrivée à Sivana, il constatait les premiers signes de son développement personnel. Il commença à remarquer que les choses les plus ordinaires étaient belles. Qu'il s'agisse de son émerveillement devant une nuit étoilée ou de son enchantement devant une toile d'araignée après la pluie, Julian appréciait tout. Il me dit également que sa nouvelle vie et les nouvelles habitudes qu'il avait acquises commençaient à avoir un effet profond sur son monde intérieur. Après avoir mis en pratique les principes et les méthodes des sages pendant un mois, il me dit qu'il avait commencé à éprouver un sentiment de paix profonde et de sérénité intérieure qui lui avait échappé durant toutes les années où il avait vécu en Occident. Il devint plus joyeux et plus spontané, et chaque jour le trouvait plus énergique et plus créatif. Les changements d'attitude de Julian lui donnèrent de la vitalité physique et de la force spirituelle. Son corps, jadis obèse, devint fort et mince, tandis que la pâleur maladive de son visage fut remplacée par un teint resplendissant de santé. Il sentait réellement qu'il pouvait faire n'importe quoi, être n'importe quoi, et libérer le potentiel infini qui, lui avait-on appris, résidait en chacun de nous. Il commença à chérir la vie et à percevoir l'élément divin dans chacun de ses aspects. Les anciens principes de ce groupe de moines mystiques avaient commencé à faire des miracles. Après avoir gardé le silence comme pour exprimer sa propre incrédulité devant son récit, Julian prit un ton philosophique. « Je me suis rendu compte de quelque chose de très important, John. Le monde, et cela inclut mon monde intérieur, est un endroit très spécial. J'ai aussi appris à voir que le succès extérieur ne signifie rien à moins d'avoir le succès intérieur. Il y a une immense différence entre le bien-être et la richesse. Quand j'étais un avocat arrogant, tous ces gens qui essayaient d'améliorer leur vie intérieure et leur vie extérieure me faisaient ricaner. Mettez-vous à la page, pensais-je. Et j'ai appris que la maîtrise de soi et le soin régulier de son esprit, de son corps et de son âme sont essentiels pour maximiser son potentiel et vivre la vie de ses rêves. Comment peut-on s'occuper des autres si on ne peut même pas s'occuper de soi-même? Comment peut-on faire le bien si l'on ne se sent pas bien? Je ne peux pas aimer les autres si je ne m'aime pas moi-même, me dit-il. Soudain, Julian eut l'air troublé et légèrement mal à l'aise. Je n'ai jamais ouvert mon cœur à personne de cette façon. Je m'en excuse, John. C'est seulement que j'ai vécu une telle catharsis là-haut dans ces montagnes, un tel éveil spirituel devant les pouvoirs de l'univers,
que je crois que les autres ont besoin de savoir ce que je sais. » Remarquant qu'il commençait à se faire tard, Julian me dit qu'il allait partir et me fit rapidement ses adieux. « Tu ne peux pas partir maintenant, Julian. Je suis vraiment extrêmement impatient d'entendre les principes de sagesse que tu as appris dans l'Himalaya et le message que tu as promis de ramener en Occident. Tu ne peux pas me laisser dans cet état. Tu sais que je ne peux pas le tolérer. »« Sois tranquille, mon ami, je reviendrai. Tu me connais. Une fois que je commence à raconter une bonne histoire, je ne peux plus m'arrêter. Mais tu as ton travail à faire et j'ai quelques questions d'ordre privé dont je dois m'occuper. Dis-moi une seule chose alors. Est-ce que les méthodes que tu as apprises à Sivana pourront m'aider ? Quand le disciple est prêt, le maître apparaît, répondit-il rapidement. Toi, comme un grand nombre d'autres personnes dans notre société, vous êtes prêts pour la sagesse que j'ai maintenant le privilège de détenir. Chacun d'entre nous devrait connaître la philosophie des sages. Chacun d'entre nous peut en profiter. Chacun d'entre nous doit connaître la perfection qui est notre état naturel. Je te promets de partager les connaissances des sages avec toi. Sois patient. Je te verrai de nouveau demain soir, à la même heure, chez toi. Ensuite, je te dirai tout ce que tu as besoin de savoir pour enrichir la qualité de ta vie. Est-ce que cela te convient ? Je répondis déçu. Ouais, je suppose qu'ayant vécu toutes ces années sans ces connaissances, ça ne me tuera pas d'attendre encore 24 heures. Et sur ces paroles, le maître du barreau devenu yogi éclairé de l'Orient disparut, me laissant l'esprit plein de questions sans réponse et de pensées inachevées. Assis calmement dans mon bureau, je me rendis compte à quel point notre monde était réellement petit. Je pensais à tout le savoir dont je n'avais pas encore effleuré la surface. Je me disais combien il serait agréable de retrouver ma joie de vivre et la curiosité que j'éprouvais lorsque j'étais plus jeune. J'aimerais beaucoup me sentir plein de vitalité et attaquer mes journées avec une énergie illimitée. Je quitterais peut-être la profession d'avocat à mon tour. Peut-être qu'une vocation plus élevée m'attendait aussi. Avec toutes ces pensées d'une grande portée spirituelle, j'éteignis les lumières, je fermai à clé la porte de mon bureau et je sortis dans la lourde chaleur de la nuit d'été. Chapitre 6. La sagesse de la transformation personnelle. Je pratique l'art de vivre. Ma vie est mon œuvre d'art. Suzuki. Fidèle à sa parole, Julian se présenta chez moi le lendemain soir. Vers 19h15 environ, on frappa 4 coups rapides à la porte d'entrée de ma maison, de style Cap Cod, agrémentée de hideux volets roses qui, selon ma femme, la rendaient digne de figurer dans l'Architectural Digest. Julian lui-même avait une apparence radicalement opposée à celle du jour précédent. Il était toujours l'image même de la santé rayonnante et il émanait de lui un calme merveilleux. C'était plutôt son accoutrement qui me mettait légèrement mal à l'aise. Son corps souple était enveloppé d'une longue robe rouge surmontée d'un capuchon bleu surchargé de broderies. Et en dépit de la chaleur humide de cette nuit de juillet, il avait rabattu le capuchon sur sa tête. « Salut, mon ami !» dit Julian avec enthousiasme. « Salut. N'aie pas l'air si alarmé, tu t'attendais à me voir vêtu d'un costume signé Armani ?» Nous commençâmes par rire tout doucement, tous les deux, mais bientôt nous pouffions puis nous éclations de rire. Julian n'avait certainement pas perdu son sens de l'humour acéré qui m'avait tellement amusé jadis. Tandis que nous nous détendions dans ma salle de séjour encombrée, mais confortable, je ne pus m'empêcher de remarquer le chapelet de grains de bois sculpté qu'il portait autour de son cou. « Qu'est-ce que c'est ? Il est très beau. »« Je t'en parlerai plus tard, » dit-il en faisant glisser les grains entre son pouce et son index. « Nous avons beaucoup de choses à nous dire ce soir. Commençons. J'ai à peine pu travailler aujourd'hui tellement j'étais surexcité par notre rendez-vous. » À ces mots, Julian commença immédiatement à me révéler des détails sur sa transformation personnelle et la facilité avec laquelle il l'avait effectuée. Il me parla des anciennes méthodes qu'il avait apprises pour maîtriser l'esprit et cesser de s'inquiéter, habitude qui consume un si grand nombre d'entre nous dans notre société compliquée. Il me parla de la sagesse de Yogi Raman et des autres moines, sagesse qui leur permettait de vivre une vie plus gratifiante et plus réfléchie. Et il parla de toutes sortes de moyens pour faire jaillir la source de jeunesse et d'énergie qui, disait-il, sommeille en chacun de nous. En dépit de la conviction évidente avec laquelle il parlait, je commençais à devenir sceptique. Étais-je victime d'une sorte de canular ? Après tout, cet avocat formé à Harvard avait été connu parmi ses associés pour son goût pour les farces et attrapes. En outre, son histoire n'était rien moins que fantastique. En 2 mots, l'un des avocats plaidants les plus connus du pays jette l'éponge, vend tous ses biens matériels et traverse l'Inde à pied où il entreprend une odyssée spirituelle, dont il revient sous les traits d'un sage prophète de l'Himalaya. Tout cela ne pouvait pas être vrai. « Allez, Julian, cesse de te moquer de moi. Toute cette histoire commence à ressembler à l'un de tes gags. Je suis sûr que tu as loué cette robe chez le costumier en face de mon bureau, » lui dis-je avec ma grimace la plus réussie. Julian répondit immédiatement comme s'il s'attendait à mon incrédulité. « Lorsque tu es devant la cour, comment fais-tu la preuve de tes arguments ? » ?»« J'offre des preuves convaincantes. »« Bien, regarde les preuves que je t'ai données.
Regarde mon visage lisse, sans rides. Regarde mon corps. Ne sens-tu pas l'abondance d'énergie qui est en moi? Regarde comme je suis paisible. Tu peux sûrement voir que j'ai changé. » Il n'avait pas tort. C'était un homme qui, il y a quelques années seulement, avait l'air d'avoir plusieurs dizaines d'années de plus. « Tu n'es pas allé voir un chirurgien plasticien, au moins? »« Non, » dit-il en souriant. « On ne s'occupe que de l'extérieur. Moi, j'avais besoin d'être guéri de l'intérieur. Mon mode de vie déséquilibré et chaotique m'avait causé beaucoup de détresse. J'ai souffert de bien autre chose que d'une crise cardiaque. Je souffrais d'une rupture au plus profond de moi-même. Et ton histoire, elle est tellement mystérieuse et inusitée. » Devant mon insistance, Julian demeura calme et patient. Son regard s'arrêta sur la théière que j'avais laissée sur la table près de lui, et il commença à verser du thé dans ma tasse. Il versa jusqu'à ce que la tasse soit pleine, mais il continua à verser. Le thé commença à dégouliner de chaque côté de la tasse dans la soucoupe, puis sur le tapis persan chéri de ma femme. Au début, je le regardais faire en silence. Bientôt, je ne pus en supporter davantage. « Julian, que fais-tu? Ma tasse déborde. Quoi que tu fasses, il n'en rentrera pas davantage. » m'écriai-je impatiemment. Il me regarda durant un long moment. « S'il te plaît, ne prends pas cela mal. Je te respecte vraiment, John. Je l'ai toujours fait. Cependant, tout comme cette tasse, tu as l'air plein de tes propres idées. Et comment peut-on t'en faire accepter d'autres, tant que tu n'as pas d'abord vidé ta tasse ?» Je fus frappé par la vérité de ses paroles. Il avait raison. Mes nombreuses années dans le monde conservateur des avocats, passées à faire les mêmes choses tous les jours, avec les mêmes personnes qui pensaient les mêmes choses que moi, jour après jour, avaient rempli ma tasse jusqu'à ras-bord. Ma femme Jenny me disait toujours que nous devrions nous faire de nouveaux amis et explorer de nouvelles sortes de distractions. « J'aimerais que tu sois un petit peu plus aventureux, John, » disait-elle. Je ne pouvais me souvenir de la dernière fois où j'avais lu un livre qui ne traitait pas de questions juridiques. Ma profession était ma vie tout entière. Je commençais à me rendre compte que le monde stérile auquel je m'étais accoutumé avait émoussé ma créativité et limité ma vision. « D'accord, j'admets ce que tu dis. Peut-être que toutes les années où j'ai été avocat plaidant ont fait de moi un sceptique endurci. À l'instant où je t'ai vu dans mon bureau hier, quelque chose au fond de moi m'a dit que ta transformation était authentique et qu'il y a en elle une sorte de leçon pour moi. Je voulais peut-être au fond simplement ne pas y croire. John, ce soir est le premier soir de ta nouvelle vie. Je te demande simplement de penser profondément à la sagesse et aux stratégies dont je vais te parler et à les mettre en application avec conviction durant un mois. Accepte ces méthodes en faisant profondément confiance à leur efficacité. Il y a une raison pour laquelle elles ont survécu durant des milliers d'années. Elles donnent des résultats. Un mois me semble très long. 672 heures de travail intérieur pour améliorer profondément chaque moment du reste de ta vie. C'est une affaire, tu ne crois pas? Investir en toi-même, c'est le meilleur investissement possible. Cela améliorera non seulement ta vie, mais celle de tous ceux qui t'entourent. Comment cela? Ce n'est qu'après avoir maîtrisé l'art de t'aimer toi-même que tu pourras sincèrement aimer les autres. Quand tu auras ouvert ton propre cœur, alors seulement tu pourras toucher le cœur des autres. Quand tu seras totalement concentré et plein de vie, tu seras en bien meilleure posture pour être un homme meilleur. « À quoi puis-je m'attendre durant ces 672 heures qui constituent un mois ?» lui demandai-je d'un ton sérieux. « Tu feras l'expérience de transformation dans ton esprit, ton corps et ton âme, qui vont t'étonner. Tu auras plus d'énergie, d'enthousiasme et d'harmonie intérieure que tu n'en as jamais eu. Les gens vont commencer à te dire que tu as l'air plus jeune et plus heureux. Tu retrouveras un bien-être et un équilibre durable. Ce ne sont que quelques-uns des avantages du mode de vie des sages de Sivana. Eh bien, tout ce que tu vas entendre ce soir est conçu pour améliorer ta vie, non seulement personnellement et professionnellement, mais spirituellement aussi. Le conseil des sages est tout aussi valable qu'il l'a été il y a 5000 ans. Il enrichira non seulement ta vie intérieure, mais il embellira ton monde extérieur et te rendra infiniment plus efficace dans tout ce que tu fais. Cette sagesse est réellement la force la plus puissante que j'ai jamais connue. Elle est simple, pratique, et a été mise à l'épreuve dans le laboratoire de la vie durant des siècles. Et surtout, elle est à la portée de n'importe qui. Mais avant de partager ces connaissances avec toi, il faut que tu me fasses une promesse. Je savais qu'il y aurait des conditions. Ma chère mère me disait toujours « Rien n'est gratuit en ce monde ». Lorsque tu auras observé la puissance des stratégies et des habiletés que les sages de Sivana m'ont fait connaître et les changements spectaculaires qu'ils produiront dans ta vie, tu dois t'engager à transmettre cette sagesse aux autres afin qu'ils en profitent. C'est tout ce que je te demande. En acceptant cela, tu m'aideras à m'acquitter du pacte que j'ai conclu avec Yogi Raman. J'acceptai sans aucune réserve. Julian commença à m'enseigner les principes qu'il considérait comme sacrés. Même si les méthodes que Julian avait maîtrisées pendant son séjour étaient variées, il y avait, au cœur de la pensée Sivana, 7 vertus de base, 7 principes fondamentaux
qui renferme les clés de la discipline personnelle, de la responsabilité et de l'édification spirituelle. Julian me dit que Yogi Raman fut le premier à lui parler des 7 vertus lorsqu'il eut passé quelques mois à Sivana. Par une nuit sans nuages, quand tous les autres s'étaient profondément endormis, Raman frappa tout doucement à la porte de la hutte de Julian. Il lui parla avec la douce voix d'un guide. « Je t'ai observé attentivement depuis plusieurs jours, Julian. Je suis convaincu que tu es un homme honnête qui désire profondément remplir sa vie de tout ce qui est bon. Depuis que tu es arrivé, tu as ouvert ton esprit à nos traditions et tu les as faites tiennes. Tu as adopté un certain nombre de nos habitudes quotidiennes et tu as vu quels en sont les effets salutaires. Tu as été respectueux de nos coutumes. Notre peuple a mené cette vie simple et paisible durant des siècles, et nos méthodes ne sont connues que de quelques personnes. Le monde doit entendre parler de notre philosophie qui mène à une vie édifiante. Ce soir, à la veille de ton 3e mois à Sivana, je vais commencer à te confier les aspects les plus secrets de notre philosophie, non seulement afin que tu en profites, mais pour que tu en fasses profiter tous ceux qui vivent dans la partie du monde dont tu viens. Je vais t'enseigner tous les jours comme j'ai enseigné à mon fils lorsqu'il était petit. Le malheur a voulu qu'il meure il y a quelques années. Le moment de mourir était venu pour lui et je ne remets pas en question son départ. J'ai apprécié chaque instant que nous avons passé ensemble et j'en chéris le souvenir. Je te perçois maintenant comme mon fils et je suis reconnaissant, car tout ce que j'ai appris durant un grand nombre d'années de contemplation silencieuse continuera à vivre en toi. » Je regardais Julian et je remarquais qu'il avait maintenant les yeux fermés, comme s'il se transportait de nouveau dans ce pays féerique qui l'avait comblé de connaissances. Yogi Raman m'a dit que les 7 vertus permettant de mener une vie débordante de paix intérieure, de joie et de richesse spirituelle étaient contenues dans une fable mystique. Cette fable était la source de tout. Il me demanda de fermer les yeux comme je le fais maintenant, ici, assis sur le sol de ta salle de séjour. Ensuite, il m'a dit d'imaginer la scène suivante. Tu es assis au milieu d'un jardin magnifique, vert et luxuriant. Ce jardin est rempli de fleurs les plus superbes que tu aies jamais vues. Tout est suprêmement tranquille et silencieux alentour. Savoure les délices sensuelles de ce jardin et imagine que tu disposes de tout le temps possible pour apprécier cette oasis naturelle. Tandis que tu regardes autour de toi, tu t'aperçois qu'au centre de ce jardin magique se dresse un phare rouge haut de 6 étages. Soudain, le silence du jardin est déchiré par un craquement bruyant, tandis que la porte à la base du phare s'ouvre. Un gigantesque japonais de 450 kilos qui pratique le sumo en sort, en titubant, et s'en va errer jusqu'au centre du jardin. « Ça va encore s'améliorer », dit Julian avec un petit rire étouffé. Le lutteur japonais est nu. Enfin, en réalité, il n'est pas tout à fait nu. Un câble électrique rose dissimule son sexe. Pendant que l'adepte du sumo se promène dans le jardin, il y trouve un magnifique chronomètre en or oublié par quelqu'un, voilà de nombreuses années. Il le met à son poignet et s'écroule avec un bruit effrayant. Le lutteur japonais est complètement inconscient et demeure inerte et silencieux sur le sol. Au moment où l'on pense qu'il vient de rendre son dernier soupir, il se réveille, stimulé peut-être par le parfum des roses jaunes qui fleurissent non loin de là. Revitalisé, le lutteur se dresse rapidement et regarde intuitivement à sa gauche. Il est surpris par ce qu'il voit. À travers les buissons qui ornent le bord du jardin, il peut voir un long sentier sinueux recouvert de millions de diamants étincelants. Quelque chose semble lui dire de s'engager dans ce sentier, et fort heureusement, il le fait. Ce sentier débouche sur le chemin de la joie et de la béatitude éternelle. Après avoir écouté cet étrange conte, assis sur les hauteurs de l'Himalaya près d'un moine qui avait vu de ses yeux la lumière de l'édification, Julian me dit qu'il fut déçu. Il s'attendait tout simplement à entendre quelque chose de révolutionnaire, d'acquérir des connaissances qui le pousseraient à agir, même à l'émouvoir jusqu'aux larmes. Au lieu de cela, tout ce qu'il avait entendu était une histoire idiote au sujet d'un lutteur japonais et d'un phare. Yogi Raman perçut sa déception. « Ne sous-estime jamais le pouvoir de la simplicité, » dit-il à Julian. « Cette histoire n'est peut-être pas le discours sophistiqué auquel tu t'attendais, » dit le sage. « Mais son message contient tout un monde de bon sens et son but n'est que pureté. Depuis les jours où tu es arrivé, j'ai réfléchi mûrement et longuement à la façon dont je partagerai nos connaissances avec toi. Au début, j'ai pensé à te donner une série de conférences durant plusieurs mois. Puis je me suis rendu compte que cette approche traditionnelle n'était pas adaptée à la nature magique de la sagesse que tu es sur le point de recevoir. Ensuite, j'ai pensé à demander à tous mes frères et sœurs de passer un peu de temps avec toi tous les jours à t'enseigner notre philosophie. Cependant, cela aussi n'était pas la façon la plus efficace pour te faire apprendre ce que nous avons à te dire. Après mûre réflexion, je suis finalement arrivé à décider que la façon la plus créative et la plus efficace de partager avec toi la totalité de la philosophie de Sivana avec ses 7 vertus serait cette fable mystique.
Le sage ajouta, « Au début, elle peut sembler frivole, et peut-être même enfantine. Mais je t'assure que chaque élément de la fable contient un principe éternel dont la signification est très profonde et qui permet de mener une vie rayonnante. Le jardin, le phare, le lutteur japonais, le câble électrique rose, le chronomètre, les roses et le sentier sinueux recouvert de diamants sont les symboles des 7 vertus éternelles d'une vie édifiante. Je peux aussi t'assurer que si tu te rappelles cette petite histoire et les vérités fondamentales qu'elle représente, tu porteras en toi tout ce dont tu as besoin pour élever ta vie au plus haut niveau. Tu connaîtras tous les principes et toutes les stratégies qui te permettront d'influer profondément sur la qualité de ta vie et sur la qualité de la vie de tous ceux que tu rencontreras. Quand tu mettras en application cette sagesse de façon quotidienne, tu te transformeras mentalement, émotivement, physiquement et spirituellement. Je te prie d'inscrire cette histoire profondément dans ton esprit et de la transporter dans ton cœur. Elle ne fera une différence spectaculaire que si tu l'acceptes sans réserve. « Heureusement, John, » dit Julian, « je l'ai accepté. Carey Jung a dit un jour, « Votre vision ne devient claire que quand vous pouvez regarder dans votre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Durant cette nuit très spéciale, j'ai regardé tout au fond de mon cœur et je me suis éveillé au secret des âges pour enrichir l'esprit, cultiver le corps et nourrir l'âme. Maintenant, c'est à mon tour de partager tout seul avec toi. Chers auditeurs, j'espère que vous avez aimé le livre. Vous pouvez écouter la version intégrale en suivant le lien dans la description. Nous vous souhaitons tout le meilleur et espérons que nos livres changeront votre vie pour le mieux.